Bon, on commence. Déjà, bonjour à tous et à toutes. On va commencer par se présenter. C'est Titouan et Charles. On est en 5e année animation à Supinfocom, comme vous avez fait il y a 2 ans. Donc, je vous laisse vous présenter. Si ça vous dérange pas qu'on commence par là-haut. Donc, Axel, je te laisse te présenter. Bonjour Titouan et Charles. Moi, c'est Axel. Enchanté. J'ai fini mes 5 ans à Rubica. J'étais de la promo 2020. Enfin, on était tous de la promo 2021 avec Lise et Emma. Oui, voilà, c'est ça. On était sur le projet. On était sur le projet Orogenèse. Et a priori, on est là pour en parler et parler de ce qui se passe après la vie, la vie après les études et répondre à toutes les questions. Et voilà. Super. Lise? Oui, bonjour. Moi c'est Lise Delacroix et j'ai bossé sur le modeling du personnage et aussi un peu d'animation. On était en duo à bosser en animation avec Damien qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, c'est tout. C'était vraiment super de bosser sur ce projet et ça me fait plaisir de vous avoir d'être en interview. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et Emma? Emma, sur le film Lise et Axel, Pierre et Roger, sur le lighting et le compo du coup, ça me fait plaisir. Et des fois, je fais c'était joli quand même. Voilà. Alors, désolé, on t'entend pas très bien, Emma. Je crois que ça coupe un petit peu au niveau du micro, de la connexion. C'est mieux. Alors, on t'entend mieux, mais ça coupe. Il y a des petits problèmes de connexion, je crois. Tâche de connexion. Ah, merde. Bon, du coup, je me suis pas très bien présenté non plus, mais j'étais techniquement réalisateur et storyboarder et matte painter sur le projet Orogenèse. Et c'est vrai qu'on était. Du coup, là, on est que 3, mais normalement, on est 6. Mais on couvre quand même plutôt, je pense, une bonne partie de tout ce qu'on a pu voir entre une participation aux effets spéciaux et Emma qui est au compositing. Enfin, moi à la pré-prod, Lise à la prod et Emma à la post-prod. Et je pense que ça peut être bien si vous avez des bonnes questions après là-dessus. Déjà, toi, tu avais fait FX, Lise, je devine anime, et Emma FX aussi, c'est bien ça? Ouais, j'avais fait FX, moi. Ok. Bon, avant tout, je pense que ce serait intéressant de se questionner sur le nom du film Orogenèse. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine du film, l'idée? Peut-être que c'est avec l'étymologie. Je vous laisse. Je vais me charger de cette partie-là. Donc, orogenèse, c'est un vrai mot qui existe, qui parle de l'orogénie. Donc, l'orogenèse, c'est tout ce qui est lié à la formation structurelle des paysages qu'on peut voir, en fait. Donc, tout ce qui peut se passer sous terre, tous les mouvements qui vont former les paysages, que ce soit plat ou que ce soit montagneux. Tout ça, c'est lié à la structure de la géologie. Et l'orogenèse, c'est l'explication et l'étude de tous ces phénomènes qui vont former les paysages, en fait, de ce qu'on va pouvoir voir. Et voilà. Mais il y avait, c'était c'est un effet, c'est un phénomène qui est super fascinant vu que c'est un phénomène qui est invisible à l'œil nu techniquement. Il est visible à l'instant T où on le regarde, mais invisible dans son mouvement et son animation littéralement, donc sa création. C'est quelque chose qui s'étale sur des millions d'années. Donc nous, on voit juste un élément à un instant T et l'idée c'était d'utiliser la 3D, des images et nos idées pour réussir à mettre ça en essence, faire naître un petit peu ces montagnes et un personnage par la même occasion et réussir à mettre les deux en parallèle. Donc pour imaginer comment un paysage pourrait prendre forme et voilà. Donc l'idée du film s'est créée à partir du mot et de l'envie de créer des terrains et de montrer ce mouvement justement. L'idée du film est partie de l'idée de cette question de naissance, de pouvoir représenter quelque chose que j'avais pas vu, auquel on pouvait tous assister. Ça vient aussi beaucoup dans mes remerciements d'une guide de montagne avec qui on avait fait une grosse semaine de randonnée et qui était, elle, complètement passionnée par ça. Elle arrêtait pas de parler d'un paysage juste en parlant des rochers et de ce qu'elle voyait. En fait, t'en as plusieurs qui le font par exemple par la flore, d'autres par la faune, et elle, c'était par les roches. Et du coup, il y a ce truc un peu contagieux qui est venu très rapidement.
Et dans cette espèce de fascination des grands paysages qui est aussi quelque chose qui est un petit peu dans tout ce que je fais depuis le début. Les grands paysages, c'est génial, c'est beaucoup de perspectives, de profondeur, mais en même temps sans avoir à faire de grosses règles de perspective. Et ça, c'est bien confortable. Et voilà, donc gérer sur des formes, raconter une histoire, imaginer ce qui s'est passé, se demander pourquoi les Alpes, ça s'étend aussi loin, pourquoi est-ce qu'on peut retrouver des morceaux de roches des Alpes 3 pays plus loin, et comment tout ça se passe suite à des glaciers, des érosions. Et voilà, donc c'est quelque chose qui avait un gros potentiel visuel, je pense. Et suite à ce gros potentiel visuel, il y a des choses qui sont venues, donc des volontés de mettre en animation, de faire bouger, vu que, mine de rien, on est quand même très porté par l'animation dans cette école. Et dès la base de ce projet, il y a des grosses volontés de pouvoir mettre en perspective un truc très vivant, puissant et mobile, avec quelque chose qu'on voit comme étant immobile. Et voilà, donc tout ça est né de cette base-là, en fait, de cette envie de mettre en scène un truc qu'on pouvait voir, mais que j'avais envie de voir bouger, et qui pouvait être très intéressant. Super. Et du coup, d'ailleurs, ce personnage, est-ce que c'est un peu... déjà, est-ce qu'il a un nom? Est-ce que c'est la sorte de personnification de l'orogénèse qui se passe? C'est une bonne question, j'aime bien comment tu la poses. Du coup, ce personnage, il a effectivement un nom. Il s'est appelé très tôt Risha. En Mauritanie, si je ne me trompe pas, il y a une formation géologique qui s'appelle le cratère de la structure de Risha, qui est un volcan gigantesque qui s'est érodé au fur et à mesure des années. Et par érosion, par strate, en fait, du coup, il laisse que des espèces de cercles concentriques qui ont cet effet un peu d'un œil au final. Donc il y avait trop de choses qui étaient trop évidentes pour passer à côté. Et, ça lui va bien comme nom. Mais ouais, non, et c'est aussi un personnage avec un gros œil, parce qu'il y avait, pour parler du personnage, après Lise va bien en parler aussi pour l'animation, et pour c'est surtout elle aussi qui l'animait, qui lui a donné vie, entre autres. Mais c'était aussi cette volonté de lui mettre un gros œil pour surtout un point très important. Je n'ai pas des propensions à être bon en scénario. Je suis pas spécialement bon là-dedans. J'ai pas forcément la patience pour ça. Et l'avantage d'un gros œil, c'est que ça coupe toute forme de dialogue. Donc pas de texte à écrire déjà de base, pas de dialogue avec qui que ce soit, un seul personnage, donc pas de dialogue intérieur, pas de monologue, pas de voix. Ça, c'est pratique, et du coup je comptais, et du coup on s'en est très bien sorti, même si c'était quand même beaucoup de questions et beaucoup de recherches. Je trouve que le résultat est très bien et a été très bien aidé par nos animateurs, de réussir à lui donner quand même des émotions et comprendre ce qui se passe sans bouche. Pour un œil, ouais. Bah, bravo. Et donc, son corps en roche, au niveau du shading, vous avez abordé ça comment? C'est dès le début, personnage de terre, de roche, ou vous avez abordé plus la question en tant qu'humain? Je vous laisse. Je vais continuer du coup un peu là-dessus. Lise, après tu pourras continuer, vu que tu as fait aussi un peu de recherche graphique là-dessus. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir une cohérence. C'était pas d'avoir un personnage crédible d'une façon ou d'une autre. L'idée, c'était d'avoir une silhouette qui bouge au final. Donc avoir une silhouette, c'est pour ça aussi, il y a plein de choses qui font que son cou n'est pas rattaché à son œil. Il n'y a pas de cou organique qui se rattache à son œil. C'est aussi pour permettre de le bouger comme on veut au final. Et surtout d'avoir l'animation comme on veut. Enfin, on peut lui faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de contraintes physiques par rapport à ça. Et l'idée, c'était de se poser le moins de contraintes possible. Donc un seul personnage, un seul décor, un seul setup, un seul objectif, pas de dialogue. Et voilà. Et tout ça pour aller à l'essentiel. Donc une essence et beaucoup d'animation et du dynamisme aussi beaucoup. Mais oui, par rapport à la texture, donc c'était Damien, donc le second animateur du film, qui s'est aussi occupé des textures. On avait une grosse banque de références géologiques, minérales, donc il fallait que le personnage se fonde avec son décor et ne dénote pas non plus. Donc c'est pour ça qu'on a dans la recherche de texture, on a des choses qui se ressemblent à des minéraux qu'on avait pu voir, tout en essayant d'imiter cette espèce, réussir à avoir ce côté souple et mobile, mais qui peut casser en même temps. Donc dans le modeling aussi, dont Lise pourra parler, des angles très durs. Et voilà. Mais du coup, Lise, tu as fait le modeling aussi, si tu veux en parler. Ouais, en parlant de texture, en fait, on avait fait des recherches sur des géodes aussi à un moment.
On était aussi parti sur une idée de géode peut-être, et aussi avec un texturing qui évolue avec le film. Parce qu'on voit Risha qui tombe très souvent. Et en fait, on voulait peut-être implémenter une espèce un changement de texture en fait à chaque fois que le personnage reçoit un gros coup et tout. Mais ça a été un peu compliqué. Du coup, on n'a pas pu oh là, je vais y arriver, un plan, pardon, on n'a pas pu mettre ça dans le film, quoi. Sinon, moi, ouais, effectivement, en fait, Axel, il a vraiment une DA très particulière et très en angle et comment dire, vraiment bien pensé. Mais du coup, on a essayé de reprendre ça. Enfin, j'ai essayé de reprendre ça sur le personnage en modeling. Je sais pas si j'ai réussi, mais je pense que le personnage rend assez bien et assez attachant pour ça, je pense. Ouais, d'accord là-dessus, je pense. Merci. C'était très réussi, Lise. C'est plaisir. C'est vrai que dans les concepts qu'on voit, les premiers concepts, j'imagine, qui ont été faits par Axel, on ressent pas trop cet aspect rocheux. On a plus l'impression que c'est un truc assez organique avec beaucoup de petites extrémités un peu rouges. Mais Ouais. le couple des deux a vraiment bien été fait, bien été réussi. Les strates. Il me semble qu'Axel était surtout parti d'une silhouette. Et du coup, on a essayé de bosser un peu plus l'aspect rocheux, je pense. Parce que t'en dis, Axel. Mais il y a quand même plein de choses qui restent, mais c'est vrai que je n'ai pas non plus de propension, ni que ce soit en scénario, ni en texture. Donc, non, c'était surtout l'idée de choper le dynamisme, les mouvements, et essayer de trouver un peu ces posings qui ont été bien sûr mis en vie et sublimés par nos deux animateurs, mais vraiment réussir à choper ces cassures un petit peu dans ces mouvements, dans ces poses, juste choper une pose très déformée, très dynamique et par la suite voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que par exemple les extrémités un peu rougeoyantes, par exemple, pour toujours souligner et qu'on se perde pas, qu'on sache bien où sont le bout des doigts, où sont le bout des pieds, et qu'il n'y ait pas de questions à se poser quand on voit les mouvements très rapides ou les déformations un peu extrêmes. Et il y a des choses comme ça qui sont restées, mais après c'est comme ça, le film s'est fait sur 2 ans, donc il y a une DA qui a été faite au début et tellement de choses qui bougent après au fur et à mesure, et tellement de choses qui sont bien vues que genre la DA, enfin les dessins c'est moi qui les ai fait, mais enfin on était 6 sur le film et chacun apporte son truc, et c'est vrai que c'est devenu très bien, je trouve. Voilà. T'avais une question sur l'œil. Ouais, d'ailleurs, et du coup j'imagine que c'est toi, Lise, qui a bossé dessus. Au niveau des rainures de l'œil, ça fait beaucoup penser à une sorte d'arbre, un peu des rainures d'arbre. Et je me demandais comment déjà. Déchiré aussi. Ouais, un peu papier déchiré, c'est vrai. Et quand je regarde les concepts de sorte d'expression, page d'expression pour le personnage, j'ai l'impression qu'il y a une envie de faire un truc assez modulable, même dans la structure de l'œil. Du coup, je sais pas si vous avez essayé de rester sur cette idée. Mais comment vous avez fait comment vous êtes débrouillé pour que ces petites rainures-là puissent... Pour implémenter les déformations au niveau de l'œil. Ouais. En fait, au début, je me suis surtout inspirée de ce que tu avais dit, Axel, le truc de Richard, le truc qui existe pour de vrai, en fait, qui a vraiment un grand cratère dans le sol. Donc, en fait, déjà, dans ce cratère-là, il y a plusieurs niveaux de rainures, on va dire. Donc, on s'est aussi un petit peu inspiré de ça. J'ai aussi essayé de garder des rainures d'œil, mais en mode, on va dire, horizontal, pas vertical comme un vrai œil, mais du coup, qui reste concentrique, en fait. On s'est aussi inspiré des appareils photo avec les ouvertures, fermetures d'appareils photo pour que comme un iris aussi, exactement, avec un iris qui se ferme et qui s'ouvre. Et en reprenant un peu des codes d'animation classiques, en mode si le personnage est effrayé, on va avoir la pupille qui va se fermer vraiment très forte. Ou s'il est heureux ou il aime bien ce qu'il voit, la pupille qui s'élargit. On a repris des codes assez simples comme ça. Et je pense que ça a été efficace, quoi. Merci. Pas de souci. Ah oui, et puis aussi, si vous voulez des précisions sur le modeling de l'œil,
en fait, il y a plusieurs strates comment dire, d'iris. Donc, en fait, avec plusieurs couleurs, en fait, je crois que ça va du plus clair au plus foncé. Et avec ça, bah, on a pu jouer aussi sur l'intensité du regard et tout ça, quoi. Est-ce qu'il y avait il y avait une animation des couleurs de l'iris ou pas? Non, c'était juste avec un rig. Donc, Ok. sur chaque division de l'œil. Voilà. Ok. Parfait. Moi, j'ai des petites questions concernant l'environnement. Alors, chez Caribica, on aime bien dire que l'environnement, c'est un personnage, tout ça. Quelle a été l'approche de l'environnement, du terrain, de la création, des FX, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, je peux creuser ça un petit peu. Le premier, le truc enfin, qui était là dès le début, c'est du coup on était une majorité de VFX dans ce projet. Et même de base avant ça, enfin, l'idée principale c'était d'avoir quelque chose de modulable. Par exemple, tous nos sets en fait n'ont pas été faits de façon empirique. Enfin, on n'a pas construit de façon par objet les sets, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des assets à chaque fois. C'est des sets au On plan. n'avait pas, c'est-à-dire Des sets au plan? Oh, c'est ça, on a fait des sets au plan. On a fait selon le storyboard. Vu qu'en fait, tu verras que tous les sols, enfin, vous verrez que tous les sols sont guidés par des grandes lignes, des fissures tout le temps un petit peu, et même dans la texture qui guide un peu sinueuse, de façon un peu sinueuse. Emma a aussi travaillé sur le look dev des textures et sur un peu les sinuosités. Enfin bref, c'était surtout d'avoir des. L'idée, c'était d'avoir un personnage sur un plan plat, qui à un moment, le plan plat s'incurve vers le haut, sur lequel il court. Et à la fin, c'est un plan qui est plus plat, mais avec des montagnes qui montent dessus, enfin qui poussent dessus et qui fracturent un peu cette espèce de terrain vague très plat dès le début. Donc oui, c'est des sets qu'on a fait au plan. Donc de ce côté-là, on a eu Pierre, qui est pas là, mais qui était le lead FX du projet, et c'était trop bien de voir à la fois les textures, donc sinueux, et les FX qui suivaient un peu des cassures sinueuses aussi, les deux qui se complimentaient et qui travaillaient un peu de pair. Mais l'idée, c'était d'avoir au plan, en fait, de pouvoir toujours contrôler où est-ce qu'on voulait envoyer nos lignes, où est-ce qu'on voulait envoyer l'œil du spectateur, où est-ce qu'on allait envoyer le personnage en animation. Donc oui, non, c'était des sets au plan. Donc ça a mis plus de temps qu'à se faire que pour d'autres projets où une fois que la pièce était finie, nous c'est bon, enfin la pièce était finie. Nous il y avait le temps de faire le dev de comment est-ce qu'on le fait. Du coup c'était comment est-ce qu'on crée l'outil pour créer les fissures. Et ça a pris plus de temps, mais une fois que ça a été validé, qu'on était content, que ça se liait bien avec les textures, ça s'est mis en route et les plans, il y a le pipe on a notre pipe qui s'est mis en route et tout a déroulé au fur et à mesure. Voilà, c'est une autre méthode de faire, c'était un truc qui était là assez tôt dès le début. C'est cette notion de procédural qui est assez fun et qui semblait un peu évidente, j'ai l'impression, par rapport au projet et par rapport juste au paysage de façon générale et même au premier dessin qui était juste fait de lignes en fait. Voilà. Mais Je peux rajouter aussi le fait de pouvoir comparer shot, genre une image avec les bonnes lignes de fuite et du coup que le tout de vraiment genre cette direction et dans l'image à chaque fois on voit quoi. Mais il y a eu beaucoup de coupures, Emma. Est-ce que tu peux refinir la fin de ta phrase? Pardon, désolé. Le point positif de shot par shot, c'est de composer. Là, j'étais déjà composé. Là, on voit ce qui se passe et on contrôle comment on compose. Est-ce que ça a coupé ou pas? Il y a vraiment beaucoup de coupures, du coup on a un peu de mal à ce que tu dis. Il y a des moments où ça va fluide et après c'est... Mais globalement, c'est par rapport aux lignes de point de fuite, les cassures qui se créent, si j'ai bien compris. Enfin, je disais que c'était un portage juste la caméra et ce qui se passait, c'est qu'on en
lui-même, quoi. On créait le plan selon chaque caméra qu'on avait en fait. Oui. Et donc c'était un gros travail au niveau du layout pour avoir les bonnes caméras, les bons angles et une idée du volume du terrain, quoi. Ouais, c'était autre chose encore vu que du coup on jouait seulement avec des terrains plats, donc il fallait jouer sur des profondeurs et comme disait Emma, d'agencer et de créer. En fait, chaque plan devait subir son layout en lui-même et il subissait parfois plusieurs transformations. Et du coup, ouais, c'était un travail différent aussi vu que c'était un travail différent pour traiter chaque plan en un seul plan. Du coup, il y avait d'autres questions qui se posaient et c'était pas parfait non plus. Il y avait d'autres questions qui se posaient et d'autres problématiques qui arrivaient que d'avoir juste un set qui était déjà préparé. Et d'ailleurs, à ce propos de cette perspective, je sais pas s'il y a eu beaucoup de matte painting, mais vu il y a beaucoup de plans avec des grandes étendues. Est-ce que c'était majoritairement des matte painting ou c'était aussi pareil des sets faits à la main? Alors, tous les ciels sont faits en matte painting de ce côté-là, et plus tu tends vers l'horizon, du coup, l'image qu'on a aussi en fond d'écran, par exemple, c'est mi-matte painting, mi 3D, avec généralement une amorce de sol jusqu'à un moyen plan en 3D. Et à la fin, je composais avec des images en 3D et enfin, il y a juste des photos bashing de plein de photos de ciel au final. Genre, tous les ciels sont pratiquement faits à base de photographie que je composais et que j'assemblais. Donc c'était beaucoup de temps passé sur Flickr à chercher des photos. Il y en a même que tu as fait toi-même. Ouais, bah ça se voit aussi dans le making-of, mais avec Roland, on a passé 3 jours à prendre en photo des photos de coton. Donc, on a pris 2 tables, une planche en verre, et on a mis on a étalé des morceaux de coton et juste on prenait des photos. On a pris, je pense 500 sur les 3 jours. Au final, il y en a 2 qui ont servi et qui étaient super bien, donc on était contents. Mais et dans l'aquarium aussi, non? Il y avait l'aquarium aussi, qui a servi aussi pour le compositing. Donc ouais, tout ça c'était du compositing. Donc c'était un mélange de compositing de Emma et moi de matte painting en amorce. Donc c'était ouais, non, enfin il y avait plein de choses et c'était assez chouette de pouvoir se dire qu'on avait pris des photos et qu'on s'était un peu fait nos images à la main, tu vois. Enfin genre j'aimais bien. Justement, j'avais une question du photo bashing. L'idée, pourquoi ça vous est venu? Est-ce que c'était plus simple que de simuler certains effets ou est-ce que c'était une touche que tu voulais rajouter à l'image? Il y a le côté mélange de techniques déjà qui enrichit beaucoup l'image et on avait un film qui était beaucoup lié à l'image. Donc ça rajoutait un petit truc en plus et surtout Emma pourra le dire, mais Emma était la principale à travailler sur la première partie dans les nuages un peu, donc dans ce qu'on appelle l'Éden. Et je sais plus, les temps de rendu étaient de combien de temps, Emma, sur cette partie-là quand c'était full 3D? Très très long. Après, c'était sur... Enfin, comme on a un plan de... C'était M, donc c'est beaucoup de réutiliser. Mais je crois que 4 heures. Mais ouais. Genre... Du coup, c'était 3-4 heures la frame quand c'était... Ouais, ça va. Ouais, tout le film, c'est une horreur. Pour quelques plans encore, on peut se permettre. Mais il y avait des il y avait d'autres... donc, Pardon. Mais il y avait des trucs assez intéressants qui se sont passés aussi avec Emma qui a... On s'est servi à la fois du photobashing et de la 3D dans certains plans. Notamment Emma qui a... T'avais fait quoi? T'avais projeté directement sur des volumes? Si tu peux expliquer. ouais, en fait, j'avais plein de algorithmiques dans Houdini et ça a quand même utilisé ces bouts de géo, du coup, pareil, comme image au plan, quoi. Par-dessus ces bouts de j'avais projeté tout, donc pareil, c'est 3D, du coup, sur la géométrie, c'est un aspect un peu cotonneux. Mais ça suivait la géométrie. Emma, c'est encore très coupé, je suis désolé.
On n'entend pas J'ai trop. compris quelques petits trucs, mais pas tout, je pense. Je peux le refaire, Emma, si tu veux, et tu me dis Bah, si c'est bon dans le chat. vas-y. Tu me dis si c'est OK dans le chat. Du coup, c'était passé à la fois dans Houdini pour d'abord créer un layout en géométrie, en modèle sur Maya, donc d'agencer des mèches ensemble, donc des mèches en forme de nuages. Donc c'est vraiment pour, par exemple, disons le premier plan du film, agencer une tonne de mèches un peu en forme de nuages, donc très grossier et un peu flottant. Par la suite d'aller dans Houdini et d'en faire des volumes. Et ensuite de projeter des photos bashing de coton, donc des vraies photos, et de les projeter sur les volumes. Donc pour avoir ce qu'on pourrait avoir par exemple avec un noise, mais de façon plus intriguée et ouais, enfin plus naturel, plus naturel, vu que c'était vraiment des vraies photos de coton. Donc c'est là où il y a des mélanges qui viennent et qui font sens un peu tous les deux ensemble, où je me rends compte que ça, avec de la 3D, en fait, ça enrichit l'image et les temps de rendu. C'est trop bien. T'as beaucoup à gagner et il faut juste prendre un appareil photo et faut en parler. Il faut chercher des références avant. Bien sûr, on a été aidé aussi du coup par Lionel par ça pour trouver les références de ce genre du coup l'encadrant de direction artistique pour trouver ce genre d'idées, de DA et après il faut se dire bah ok, on va tenter de l'appliquer, on va voir ce que ça donne et si ça marche pas, bah on a passé 3 jours dessus, donc on va forcer pour que ça fonctionne. Ok. Bah, du coup, je suis Magalien. J'étais sur Eurogenèse avec Lise et Axel, ainsi que Damien, Pierre et Roland qui ne sont pas là ce soir. Et du coup, bah, moi, j'étais en lighting, en compo surtout, et j'ai fait un peu de look dev. Voilà. Ok, super. Et bah, donc ouais, si tu peux juste reparler un petit peu de si tu avais quelque chose à rajouter à ce que Axel avait dit par rapport aux nuages, tous ces aspects-là. Oui, en fait, c'était surtout. J'avais fait plein de tests sur l'Éden parce qu'on savait pas du tout à quoi ça allait ressembler, parce que c'était ultra vague. Enfin, c'est l'Éden et c'est super vague. Et même dans les storyboards, ben, c'était un peu un peu de l'aquarelle. On savait pas trop ce que c'était. Et du coup, il y a eu plein de tests. On a fait des particules, on a tenté un peu des structures procédurales dans Houdini, et ça n'avait pas abouti. Par contre, c'est des recherches qui font que la géoprocédurale que j'avais générée dans Houdini, je l'ai réutilisée après pour la découper et monter le plan, en fait. J'en ai découpé en plusieurs morceaux et après, j'ai composé le plan comme ça avec la géométrie que j'avais faite dans Houdini. Puis après, en fait, ce qui s'est passé, c'est juste que j'ai projeté les photos de coton qui avaient été faites par Axel et Roland sur la modée dans Maya, en fait. Donc ça, c'était du Maya, et c'est pareil, les frames c'était très long, et heureusement qu'on n'avait que 5 plans comme ça, avec des réutilisations, parce que c'est vraiment, vraiment long. Voilà. Ok. Nickel, merci. Est-ce que je peux redire ce que j'avais tenté de dire vis-à-vis de la composition des plans Oui. Ouais. En gros, ce que je disais, c'est que comme on faisait plan par plan, le layout, c'était pas on posait la caméra et on voyait ce qui se passait. C'était on posait la caméra et on composait l'espace de ce que la caméra voyait, en fait. Genre, c'est nous qui contrôlions l'espace grâce aux outils procéduraux de Houdini, quoi. Du coup, on pouvait dire on place tel plan et tel plan là-bas, et du coup, comme de l'illustration, en fait. Genre, on se définit, les craquelures, elles vont dans tel point de fuite, et du coup, c'est comme de l'illustration, en fait. Ok. Et ça, c'était sur des caméras statiques ou des caméras en mouvement? Vous avez déjà les mouvements à ce moment-là? Bonne question. Je me souviens que des caméras statiques. On avait commencé avec beaucoup de caméras statiques. On a commencé avec beaucoup de caméras statiques, il me semble, mais au fur et à mesure, on s'est mis à toujours rajouter une forme d'animation dedans, et ça allait, ça marchait quand même au final. Mais, après, ça restait du layout au final, donc comme Emma dit, on mettait un plan sur un plan sur un plan. On avait la base du décor, et par-dessus, ouais. Nickel. Petite question, Henri ou en anime Alors j'avais une question du coup, c'était pas vraiment
sur les personnages, mais peut-être Ulysse, tu peux en parler, je sais pas si tu as bossé là-dessus. Sur les animations, sur le mouvement de certains rochers, genre qui sortaient du sol, notamment genre le gros, je crois, qui lui cache la lumière ou qui l'escalade. Est-ce que c'était que du procédural, l'animation procédurale, ou est-ce qu'il y avait un rig de roche, entre guillemets, ou pas du tout? Ouais, enfin c'était plutôt du FX, hein, donc je vais laisser sûrement la parole à Axel. Je suis pas non plus, mais Surtout Pierre, je ils crois. sont pas là les deux Pierre. FX. Mais on a vu comment ça se passait. Pas du tout de rig, pas du tout d'assets pré-préparés. C'était à chaque fois des assemblages de base. C'est que des assemblages de cubes les uns sur les autres qui se font détruire, qui se font fissurer avec des duplicata, des merges, des fusions d'autres cubes par-dessus, jusqu'à ce qu'on ait une forme qui soit suffisamment intéressante à regarder. Et à partir de là, il y a une animation un peu à l'unité pour donner une forme de vie. Donc, par exemple, tous les rochers ne vont pas bouger à la même vitesse dans le plan où le grand rocher monte. Mais par-dessus, bien sûr qu'on va retravailler ça au layout et rajouter des grosses clés en translate en Y pour réussir à avoir les poses qu'on veut. Voilà. Il y a un peu un caractère un peu organique de base sur les mouvements, donc où tout bouge un petit peu à son rythme. Mais en plus de ça, bien sûr qu'on va le layouter et qu'on va le bouger pour que ça fonctionne au plan au final, vu que on pouvait tricher comme on voulait, vu que on pouvait tricher jusqu'à un certain point, mais chaque plan c'était son propre plan et on avait moins cette notion de cohérence graphique, de garder par exemple la lampe à droite du personnage, puis toujours à droite du personnage sur l'autre plan, et si on triche on voit qu'elle est à gauche. Enfin, on était juste face à des étendues et des grandes lignes, donc voilà, on n'était pas trop bridé de ce côté-là. Donc ouais, mais c'était surtout du FX et du layout à ce niveau-là. Okay. Et comme tu dis, chaque plan était animé. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un problème de cohérence entre les plans, les lectures de plans, si vous travaillez chaque animation au plan? L'enchaînement se déroulait comment? Vous regardez au layout, au montage, s'il y avait des problèmes ou Je pense qu'on a peut-être certains faux raccords, mais ça doit juste jouer à genre sur un plan il y a un caillou et sur l'autre plan il n'y a pas le même caillou au même endroit. C'était surtout les cohérences se suivaient par rapport au montage et où partait le personnage à la fin du plan et où est-ce qu'on le retrouvait après et comment est-ce que le rythme se continuait. Et c'est surtout comme ça qu'on essaie de garder la cohérence et surtout d'avoir le même personnage dans les mêmes situations. Mais enfin voilà, si vous après vous avez d'autres idées, lisez Emma de ce côté-là ou d'autres expériences. Ouais, c'était vraiment ça en fait. Il y avait pas de faux raccord au niveau du personnage en tout cas. Genre, on faisait vraiment attention à ce que le perso ait vraiment la même pose d'un plan à l'autre quoi. Mais au niveau décor, je pense que ça dérangeait personne s'il y avait, comme disait Axel, un caillou d'un côté qui se retrouve de l'autre. Ça se voyait même pas quoi. Avec un film qui est aussi dynamique et qui avec un personnage qui court tout le temps, je pense que t'as pas vraiment le temps de regarder les faux raccords sur le ça, ouais. Non. Mais l'animation en 12 FPS, vous êtes arrivé à cette décision par quelle manière? Alors, il me semble que c'était surtout dans les refs de Damien, mais en fait, on était parti sur de l'animation 2D déjà de base, en fait. Comme le style graphique d'Axel est très 2D, en fait, comme on voulait garder cet esprit-là, on est resté sur un 12 FPS. Et en plus, je trouvais que ça rajoutait un côté un peu rocheux au mouvement, comme par exemple quand il ouvre sa main, il y a, avec le décalage en fait des FPS, ça rajoute un côté un peu craqué, et on aimait bien l'idée, je pense. Ouais. Il y a un truc qui m'a un peu marqué sur aussi la décision du 12 FPS, c'était déjà en premier lieu, il y avait toutes les références d'animation qui étaient toutes en animation 2D, beaucoup de Japanimation 2D, donc que ce soit Man Game ou Evangelion. On la ressent bien. C'est du bon travail de Lise et Damien, ça. Mais il y avait un truc qui m'a beaucoup marqué sur l'animation. Je sais qu'on avait, dans les premiers tests, je pense, on devait avoir un rendu en 24 FPS normal. Le problème, c'est que ça faisait peur. Le personnage avait un côté un peu monstrueux dès qu'il bougeait de façon fluide. Et le côté un peu cassure 12 FPS, ça détachait un peu ce personnage. Ça le mettait un peu dans une autre réalité qui était plus facile à regarder qu'un personnage avec un gros œil qui bougeait de façon fluide. Voilà. Ok. Et la méthodologie, l'approche au travail, c'était quoi? C'était un travail en 12? Votre fichier, il était en 12
12 FPS ou vous avez fait un step avec les clés sur 2 frames en 24? Bah alors en fait ça dépend des plans et ça dépend aussi de l'animateur. Je sais que moi j'avais tendance à bosser en 24 alors que Damien travaillait plutôt sur du pose-to-pose. Ouais. Euh, après, ouais, ça dépend. Par exemple, dans les scènes d'action, il allait dans du pose-to-pose parce que voilà, c'était ce qu'il y avait de plus dynamique. Alors que sur des plans plus posés où le personnage fait juste des petits mouvements un peu, on va dire, discrets, eh ben, enfin, moi, je faisais du 24 FPS et je retournais sur du 12. Voilà. Oui. Ok. Et si sur l'animation, il n'y avait pas de saute à la caméra en 12? Vous avez sûrement dû trouver une solution pour éviter ce que l'image, surtout sur un grand écran à l'amphithéâtre, je me dis. Bah, j'avoue, je me rappelle plus si on a rencontré ce problème ou pas. Je me rappelle plus trop. On a eu Je des sais pas si problèmes. ça vous rappelle quelque chose, Emma, Axel, mais moi je me rappelle Je pas. crois que Je me rappelle pas. les On a eu problèmes d'autres problèmes avec l'amphithéâtre, mais ouais, voilà. Et moi, quand je pense aux problèmes liés entre la caméra et l'animation du personnage, le premier truc auquel je pense, c'était le motion blur. Ah oui, Quelques temps avant de comprendre qu'il fallait le mettre dans un certain mode pour que il soit calculé proprement. Parce que sinon, c'est ça. il y avait un motion blur qui se faisait, enfin, il n'était pas correct. C'est Mais ça, voilà. entre deux frames, il y avait vraiment un énorme motion blur Ouais, il qui revenait était comme vraiment ça. pas joli, quoi. Ouais, Un motion Ah, blur un oui. peu vers l'arrière en même temps. Ouais. c'est ça. Vous utilisez le motion blur Arnold ou vous avez fait des AOV en les motion vector? On Non, a c'était tout que codé Arnold. nous-mêmes en fait. On a tout rendu avec notre propre moteur de rendu, le Orogenesis 3D. Parce que je Ouais, sais non, qu'on peut rendre du motion blur via les passes et après le composité. Vous l'avez fait en dur dans Arnold, c'est ça? Ouais, Ouais, parce ouais. que c'est plus joli en fait le motion blur 3D. Et Ouais. des fois, Ouais, ça merde un peu le motion vector. Ça marche mieux, c'est ça aussi. ça vient de là, quoi. T'avais d'autres questions sur l'anime? Sur l'anime, non, pas vraiment. Parce que j'avais demandé si c'était par rapport aux grandes influences japonaises, j'imagine. Est-ce que c'était un challenge? Est-ce que c'était quand même amusant à faire sur Ah l'animation? bah, c'était super amusant. Enfin, du coup, c'est surtout Damien qui s'est occupé des plans vraiment, on va dire, incroyables de course et tout. Bah, je crois que ses premières refs, bah oui, ça a été Mind Game. On s'est inspiré de Space Dandy aussi un petit peu. Hmm. Et aussi un peu Lupin de mon côté, pour les grandes jambes, la silhouette et tout. Ok. Euh, On avait ouais. plein de rêves de films aussi en termes de caméra Ouais. et tout. Je me souviens qu'on Attends, avait beaucoup. On avait la chute libre dans Fallout, une émission un peu Ah cool. ouais, ça, Ouais, on avait pas mal de choses. On avait Adastra aussi, la chute. Pareil. c'était le mélange un peu sympa de l'animation qui était animation 2D, mais toutes nos compositions de plans, d'ambiance ou autre. La plupart de nos séquences, en fait, on se référait à elles par rapport au nom d'un film, en fait, vu qu'on se fixait que ce soit par le photobashing pour le ciel. Du coup, on avait une séquence, enfin, on avait des plans, on les appelait les Jesse James, vu que j'avais pris un screen d'un soleil, d'un lever de soleil de l'assassinat de Jesse James, et ça a été la plupart de nos levées de soleil et de nos orées, de nos horizons très rouges, un peu ensoleillés. Enfin, la Le plupart du temps, Sicario.jpg. le Sicario.jpg aussi. Sicario.jpg, l'assassinat de Jesse James, la séquence Ad Astra. Et là, ce qui est aussi marrant, c'est même aujourd'hui encore, enfin que ce soit des mangas ou des films, genre, il y a plein de plans, je les vois et on se les envoie en screen en général sur la conversation d'Eurogenèse et on voit que ça vient de là, donc non, Il y a des c'est plans, assez cool, mais il y a des plans sur le film Moustache, je fais putain, mais c'est Genèse. C'est pareil. mais même après dans les lumières, il y avait, on avait une grosse, on avait beaucoup, toutes nos inspirations de lumière. Je sais qu'on avait beaucoup de Terrence Malick.
Parce que du coup, c'est beaucoup de lumière naturelle, beaucoup de lever de soleil. Comment est-ce qu'on représente ça? Mhm. Enfin voilà, donc je trouvais que c'était assez agréable à travailler, à trouver comme référence, donc d'avoir les animations 2D d'un côté et de l'autre côté de pouvoir te faire plaisir sur des films que t'aimes bien ou des films qui t'ont marqué avec des images. Et, euh, et en un sens, vous m'entendez toujours? Nous qui buguons. Je bouge plus sur l'image apparemment. Bon bref. Ouais. Euh, Ah ouais, ça je m'appelle. Attends, C'est professeur Excel. professeur Axel. C'est stoppé d'un coup, quoi. C'est mieux qui a bugué. Du coup, vous m'entendez toujours là ou pas? Ouais, on t'entend. Oui, bah, j'ai On continué t'entend. comme ça. Mais ouais, enfin, c'est toujours ça reste une super bonne expérience de pouvoir. Tu regardes des films, t'es inspiré, t'as des images qui te restent ici et enfin qui te restent en tête et tu te demandes comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Du coup, tu finis par te renseigner sur les chefs opérateurs. Tu te rends compte qu'ils ont chaque réalisateur a un peu son chef opérateur, il a un peu ses tics, ses manies, ses habitudes. Et toi, de ton côté, tu vas réussir à t'approprier ça d'une façon ou d'une autre, à parler avec des gens dans ton équipe, trouver des points communs et c'est que le film va se faire au final. Et je trouve qu'il y a un truc qui est assez agréable dans cette construction d'un film au final. C'était vraiment des points qui m'a beaucoup marqué, outre le côté technique. C'était de revoir au final toutes nos planches de référence prendre forme et devenir un peu leur propre truc et devenir au final à la fin Eurogenèse dans lequel on retrouve un petit peu tout et surtout, enfin, on retrouve Est-ce que Eurogenèse. est-ce que chacun a apporté ses petites références dans le groupe? Ouais, Ouais, j'ai un peu oui, compris, hein. Ouais. c'est en animation, en idée, en visuel, en référence artistique, en contre-proposition, vu que toutes les idées étaient pas forcément bonnes, du coup, tout le monde était là aussi pour donner son avis et pour. Enfin voilà, enfin, oui, c'est un projet de groupe, mais oui, que ce soit en animation de Lise, moment d'émotion, des séquences particulières, genre quelqu'un va dire ah ouais cette séquence ça me fait penser à cette partie dans un animé ou dans un film, et du coup on va tous regarder, on va s'en rapprocher, on va dire putain c'est trop bien, je connaissais pas du tout, et voilà, et au final, enfin voilà. Super. T'as des Sur, comptes Moi, je serais pas trop calé en compte, malheureusement. Je suis désolé, Emma. Bah, si, moi j'avais une petite question que j'ai remarqué justement, c'est le motion blur, une frame sur deux, ça vient d'où cette idée? Ça vient d'une référence Parce que c'est pas fait Le exprès. motion blur, une frame sur deux, je crois que c'est du motion blur 3D. Et en fait, c'était la solution qu'on avait trouvée pour éviter que, en fait, notre motion blur à la base, comme on était en 12, il avançait, il reculait en fait. Et du coup, ça fait un smear un peu sale. Et du coup, en fait, si on le met sur une seule frame, une frame sur deux, ça passe mieux en fait, c'est juste plus propre. C'est plus lié à une contrainte technique qu'un choix artistique véritable. Ok. Parfait. Bah, globalement, là, je pense qu'on a couvert un petit peu toutes les questions sur la production. Si ça vous dérange pas qu'on parle un petit peu des anecdotes prod, si vous avez quelque chose à nous dire, ou on peut passer directement à la sortie du film, la vie après l'école. Donc, dites-nous si vous avez des petites histoires. T'inquiète. Ça date, donc moi j'ai déjà un Ouais. petit peu. Il me reste que les mêmes. Ouais. C'est vrai qu'on avait. Une quantité, un Discord extrêmement chargé en images sur lequel parfois je retourne pour regarder un peu tous les channels et je vois un petit peu tout ce qui se passe. C'est marrant. Mais ouais, en anecdote. Philippe Net. Ouais. Mais en vrai, anecdote, moi, le truc qui me reste, un des trucs qui me reste le plus, ça reste de faire le moment où on s'est dit bah vas-y on prend un appareil photo et on va prendre en photo du coton et viens je vais voler un aquarium à des potes, je vais le remplir d'eau et je vais passer mon dimanche à faire tomber du lait dedans et genre qu'est-ce qui se passe si je mets un peu d'alcool à l'intérieur, ça change pas, super. J'ai du whisky, bah, du coup maintenant il faut que je reprenne mes 5 litres d'eau, il faut que je les remette, enfin plein de trucs comme ça. Non, je me souviens d'une fois, d'une semaine au tout début de la prod en P5 où ça a changé, la fin d'Orogenèse a changé chaque soir. Oh. Je me souviens de ça et en plus on dessinait vraiment le même dessin du parcours de Richard et c'est exactement le même à chaque fois, c'est ça qui est fou. Genre on a
avait 15 000 ans et c'était la même chose, quoi. Moi, je me souviens donc, surtout on a fini la 4e année avec un projet qui était. On n'était pas greenlighté. On était dans la Ouais. orange light des Fitness des professeurs. Et du coup, on a vraiment fini la 4e année, donc en plein post-Covid. Enfin, après, on était tous en confinement quand on finissait ça. Et on a fini le projet sur un feu orange de l'équipe. Aïe, aïe. Et en même temps, on n'avait pas de fin, il nous manquait plein de choses. Et encore une fois, tout ce dont on parlait, de réussir à avoir les décors procéduraux et tout, bah, du coup, c'est aussi le désavantage, ça prend du temps à se faire et ça coûte aussi, c'est aussi un truc, mais ça coûte sur le moral de l'équipe. Et sur 2 ans, le moral de l'équipe, c'est une denrée, enfin, c'est une denrée qu'il faut. Enfin, c'est un vrai truc, c'est une vraie monnaie là. Et voilà, et ça coûtait cher à ce côté-là pour pas mal de gens, mais enfin voilà. On a fini, on a été greenlighté, et le film est là. Mais c'est vrai qu'on Voilà. a fini Au final, la 4e sur un peut-être pas. Ouais. Fun anecdote. Et d'ailleurs, du coup, c'était quoi la fin que vous aviez avant? Parce que c'était vraiment si différent. Ouais. Il y avait une version où juste il était dans le ciel, il tombait et ça se finissait sur. On savait pas si c'était mort ou pas. Il y a une version où j'étais. Où faut fournir un scénario rapidement et ça fait 3 semaines que t'es dessus et t'es à Valenciennes depuis 4 ans, 4 ans et demi. Et ça va pas dans tête du coup. J'avais un scénario à la fin où il y avait Sinatra qui arrivait. Je sais plus ce qui se passait, mais je sais que j'ai une version du scénario qui s'appelle la version Sinatra. À partir de... Mais c'est drôle, elles sont encore là, tu vois. Ouais, s'il y a des boards, je serais chaud de les voir avec Sinatra. J'ai un autre board dans lequel il y a Risha qui va retrouver sa mère. Et sa mère, en fait, c'est une fractale qui est dans une maison d'un suburbs américain. Et c'était la fin de la 4e année, du coup, ça n'allait pas, bien sûr. Mais après, j'ai pris des vacances et ça allait mieux. Il y a beaucoup de boards bizarres et qui ont rien à. Enfin, qui sont pas. Ouais. Mais c'est ma fin de cœur, celle-là. Ouais. Moi aussi, en vrai. On dit Axel, il a perdu la raison, c'est bon. C'est fini. Voilà. Enfin, voilà, ça, c'est mes anecdotes personnelles. Super. Nickel. Moi, je me rappelle il y a plein d'éléments de l'histoire qui ont changé. On voulait mettre des panneaux partie 1, partie 2, etc. On s'est battu. Enfin, Axel s'est battu pour les garder, mais malheureusement, ils sont pas restés au. Je ne croyais pas assez. La boussole. Boussole au-dessus de l'œil de Richard. La boussole. Une boussole. De base, il y avait une boussole qui pointait vers le nord, je crois. Il y avait une boussole autour de la tête de Richard qui tournait pour aussi indiquer ses émotions. Du coup, ça tournait très vite et en plus, ça faisait un bruit. Du coup, en plus, il y avait un sound design avec. Et c'est le moment des films où tout le monde passe par là et tout le monde passe par là et il y a des choses à virer, des choses à garder. Ouais. Ça prend du temps, mais au final, tu te rends compte que c'est évident ce qu'il fallait garder et ce qu'il fallait pas garder, mais ça prend du temps, tu vois. Enfin voilà. Nice. Putain, c'est vrai. Est-ce qu'on passe sur après? Ouais, sur la sortie. Depuis la sortie du film, dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez fait, si vous avez différents travails ou si vous êtes en freelance. Dites-nous un petit peu. Peut-être commencer par Emma pour changer un peu. Moi, à la sortie de l'école, j'ai commencé très très vite en fait, parce que il y avait un membre du jury de la boîte où j'ai commencé qui était dans le jury. Et j'ai commencé genre en septembre direct, j'avais quand même pris mes vacances et j'ai commencé en septembre, déjà sur un long métrage en compo, et j'ai fini par faire du light et du compo dessus, donc c'était un peu cool. Et où ça? C'était à la Fabrique d'Images. C'était au Luxembourg. Et puis après là, je suis revenue en France, je suis sur Paris. Rien que pour la vie autour, je préfère personnellement. Parce que, et du coup, là, je suis à Micros actuellement depuis juin, genre début juin. Voilà. Aussi sur un long métrage. Ah, ok, bon. T'as pu revoir des anciens élèves de Rubica qui sont arrivés à Micros? J'ai revu des gens qui étaient à Rubica, mais quand ça s'appelait pas encore Rubica déjà, qui connaissent Philippe Mess. Il est là depuis les temps immémoriaux, apparemment.
Et non, sinon, on est beaucoup de notre... Enfin, on est beaucoup. On est au moins 4-5 de notre promo. Et il y a des gens de la promo en dessous de nous aussi, Mhm. qui sont à Micros sur le même projet, en tout cas. Bah, il y a moi aussi. Oui, tu es il y a quelques passé. semaines. T'es passé. Moi aussi. Mais t'es toujours pas. Non, je suis partie il y a 2 semaines. Oh. C'est ça. Ok, merci. Voilà. Et puis, ah si, c'était pas trop dur de enchaîner sur le travail après la fin du film? Moi, j'avais pris mes 2 mois de vacances. Quand Ouais. même. Enfin, j'ai commencé qu'en septembre, entre genre juillet et septembre, j'avais pu me reposer. Et non, en vrai, ça a été. C'est surtout après où là, tu commences à sentir un peu la fatigue de pas avoir pris des grosses vacances, parce que j'en ai toujours pas pris du coup. Donc, voilà. Ouais. Ouais. Hop. Autre chose à rajouter? Ou on passe à Axel? Non, on peut Oui. passer à la suite. Bah, Axel, dis-nous un petit peu ce que tu fais depuis. Donc là, tout de suite, je suis à Framestore Londres. Je suis dans la section Prévise et je fais du rig et beaucoup de code pour développer des outils. Enfin, ça va avec le rig vu que tout fonctionne. Ça va avec le rig vu que tout fonctionne en autorig ici de façon générale. Mhm. Et donc c'est enfin, le taf c'est 50% rig, 50% code derrière. Il y a Mhm. du pipeline derrière, il y a du pipeline aussi qui va avec le rig et tout ce qu'on fait. C'est très bien, j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, mais sortie d'école, un peu comme Emma et comme Lise aussi, j'ai trouvé un taf très rapidement. En premier à Buff en tant que généraliste. Euh, et ouais, du coup, un taf à Buff en tant que généraliste, donc j'ai pris mes 2 mois de vacances, puis j'ai fait 5 mois à Buff. Ça me plaisait pas trop et je voulais voir l'étranger un petit peu aussi ce qui se passait. Donc, enfin, ça me plaisait pas trop. Je me suis rendu compte que je préférais le côté technique plus que le côté généraliste. Je préférais le côté spécialisation que être un peu touche à tout. Et donc, je me suis spécialisé donc en rig et en script, qui est vraiment trop cool, je trouve, en fait. Et, donc voilà. Voilà. Et là, dans 2 semaines, ça va faire 1 an que je serai à Framestore. Et ça se passe très très bien. Il y a très peu de gens de Rubica, c'est assez particulier. Il y a surtout des gens de l'ESMA ou d'autres écoles en fait. Et c'est assez bizarre, mais vraiment personne de Rubica. Et voilà. Il y en a qui veulent y rentrer pourtant. Bah écoute, ça recrute un petit peu aussi de notre côté quand même en prévis. Je sais qu'il y a plein de projets qui arrivent. Donc, mais voilà. Mais oui, enfin, faut pas avoir trop peur. Grosso modo, j'ai l'impression qu'il y a comme une écrasante majorité qui trouve un travail dans des boîtes. Après, le plus dur, c'est de trouver un taf qui va te plaire. Dès le premier coup, c'est pas sûr. Mais voilà. Mais ça vient assez vite. Et de toute façon, l'école fait beaucoup pour, euh, pour que tu trouves un taf en fait à la fin. Que ce soit la journée au MK2 qui était trop bien. C'est maintenant en ligne. C'est en ligne? Ouais. Aïe. Bah. Mais par exemple, Framestore, je l'ai trouvé, mais après coup, donc bien après, et c'est Rubica qui avait quand même organisé une journée rencontre entre étudiants et boîtes, et c'est quand même grâce à Rubica au final que j'ai trouvé, Ouais. j'ai eu l'occasion d'avoir cet entretien au Framestore. Voilà. Merci professeur Axel. Ah, c'est plus qu'Axel. Là, c'est que c'est le normal. Voilà. Moi, du coup, comme Axel, en fait, juste après Rubica, grâce à la petite journée au MK2 avec les boîtes, j'ai pu aller chez MacGuff Belgium, pardon. En fait, j'ai bossé en anime sur Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, le dernier film de Michel Oslo. Donc, on anime, anime 3D. C'était super bien. Genre, c'était vraiment trop cool comme première expérience. J'aurais pas pu rêver mieux. C'était vraiment trop cool. Et du coup, j'ai fait 5 mois là-bas. On a terminé la prod. Et après, j'ai fait 1 an chez Realtime en anime, pareil, en anime sur une série Netflix
Et du coup, j'ai terminé Real Time en novembre dernier. Et puis du coup, je suis allée chez Micros pour rejoindre Emma sur leur film long métrage. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire le nom, mais il va bientôt arriver. Et voilà, maintenant, j'ai terminé aussi. Enfin, la prod a terminé, donc j'ai terminé il y a 2 semaines. Donc là, je suis Elle est terminée pour toi? Hein? Elle est terminée pour toi? Oui, pour toi, pour moi. Non, En c'est con. fixe, Je ouais, pleure intérieurement. Allez, courage. Et voilà, du coup, je suis en recherche de travail actuellement. Donc on verra si ça marche ou pas. Super. On te le souhaite en tout cas. Ouais. Merci. Bah, super. On approche de la fin de l'interview. Si t'avais un petit truc à Dernière rajouter. petite question. Avec tous les projets sur lesquels vous avez travaillé là, pendant ces 2 ans, vous avez préféré bosser sur lesquels? Vos projets ou Orogenèse? C'est pas pareil. Ouais. Non, mais quitter la ville valenciennoise. Oh, oula. Oulala. C'était bien de bosser en studio parce que bon, on fait quasiment la même chose, mais on est payé. C'est pas Ouais. mal. C'est pas mal du tout. Après, c'est vrai que t'as pas le même contrôle créatif du tout, quoi. Genre, Ouais, des aussi. fois, tu te prends un paint over qui te dit de mettre plus de verre et tu fais, mais j'ai pas envie de mettre plus de verre et tu dois faire mettre plus de verre. Et c'est pour ça que je fais du rig et du script. C'est parce que Ouais. si j'ai pas de contrôle créatif, c'est quand même drôle. Mais plus de joints. Ouais, attends, c'est bizarre comme question entre Orogenèse. C'est pas pareil après Orogenèse, genre c'est le projet de fin d'études. Enfin, ça reste, ça accompagne, genre ça reste un peu la vie, c'est pas pareil. Ok, super. Enfin, j'attends pas d'un taf d'avoir le contrôle créatif dessus, c'est pas ce que j'attends de lui. Tu peux faire des trucs à côté, c'est très bien, t'es pas obligé d'en faire non plus. Enfin, la vie après l'école, c'est beaucoup plus large que la vie pendant les études. Donc, Ouais, mais je me disais peut-être que vous regrettez vos années d'étudiant, quoi. Ah non, j'ai bien aimé. Ah ouais, pareil, hein. Pourquoi je regrette? C'est juste différent, tu vois. Genre, Ouais. je viens plus les samedis à l'école pour taper Ouais. sur Orogenèse, quoi. C'est ça. Ah non, ça n'a rien à voir. Mais enfin, après, ça fait que 2 ans. Hein. Le regret, il arrivera plus tard. Hein, genre, mais, Ouais, c'est encore la découverte, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est encore un peu foufou. Là, on est encore les plus jeunes dans le milieu, donc c'est un peu foufou la découverte. Ouais, ça va être cool. Mais il y a du temps. Bientôt pour nous. Allez, courage aussi. Bah, un dernier petit mot avant qu'on se laisse. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur votre expérience Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Ben, moi, j'ai envie de dire, faites attention à votre santé quand même, parce que même si les projets de fin d'année, c'est quand même super important et vous allez faire ça qu'une fois dans votre vie, je pense que c'est quand même important de faire gaffe à sa santé, de pas déjà se faire un burn-out alors qu'on n'a pas commencé qu'on n'a pas encore commencé le travail. Et puis voilà quoi. Pour croiser tout le monde quoi. Pas se prendre trop la tête, je pense. De sagement. Clairement. Que je vais mettre en place l'année prochaine. à partir de maintenant. Si j'ai un truc à dire, je sais pas, profitez. Chaque expérience de film, c'est un peu différent. J'espère que vous serez fiers de la vôtre et j'espère que vous serez fiers de tout ce qui se passe après, globalement, parce que c'est important. Et voilà. Et ayez pas peur de la suite après les écoles. C'est pas. Ça va aller normalement. Enfin, il y a quand même un bon. A priori, vous sortirez de l'école en ayant des potes et c'est déjà beaucoup et c'est déjà pas mal en vrai. Donc, genre, ça va bien se passer. Mais ouais, essayez d'être fiers de votre film et de votre équipe. Voilà. Super, ouais, de sages mots. Sages paroles du professeur. Emma, rien à rajouter? Non, juste bon courage pour votre film. En plus, on en fait travailler déjà. C'est pas pour vous stresser, hein. Non, mais de toute façon, ça va être bien. Ça va être bien, de toute façon. On le sait. Enfin, que vous
façon, on est super bien encadré à Rupica, donc Oui, oui. Puis on a des bonnes promos, donc ça. Ouais. Ah, c'est cool ça. puis c'est Mais ouais, clairement, vraiment chouette l'aspect partage dans la promo, d'aller voir ton pote qui est sur un autre film et puis de lui demander comment il a fait tel ou tel truc et puis il te montre et puis vous partagez. Et ça, c'est vraiment l'aspect des études qui est vraiment bien et que si tu trouves un taf où tu peux faire la même chose avec une bonne équipe, où vous faites la même chose, que vous partagez entre senior et junior, c'est trop bien, quoi. Ouais. Donc c'est Faut avoir mettre peur enfin, de demander tout qu'il faut continuer, quoi. clairement, Emma a tout dit, genre bon courage les gars. Ça Ouais, passe. courageux-vous. À vous aussi. La fin, Merci beaucoup. Bon courage aussi. la fin est très très bien. Et ouais.